La première table ronde donc avec un architecte, Michel Delplace, donc l'agence Nicolas Michelin. Michel Delplace est associé. Philippe Grandvoinet, pour le temps qui lui reste, car je sais très bien, peut-être on va peut-être le mettre en bout de table parce qu'il devra partir. Il y a un train qui est pas très loin du tout, malheureusement. Philippe Grandvoinet du ministère de la Culture, qui est, comme vous le savez, qui a été fait l'histoire donc du palais de justice. Et puis également Johan Lund, qui est directeur des programmes pour qui gère l'immobilier du ministère de la Justice. Voilà. Et donc oui, installez-vous. Très bien. Est-ce que ces micros marchent déjà pour commencer? Est-ce que j'ai bien présenté les différentes personnes? Je pense que Anne-Marie va nous rejoindre pour également participer à cette... Alors merci d'abord les uns et les autres d'avoir enrichi grâce à ces contributions, notamment sur l'histoire, c'est vrai, de ces bâtiments. Autant de pièces qui sont versées au débat. Merci aussi aux jeunes historiens, en effet, cette situation avant et après, qui est certainement au cœur de ce débat qu'on aimerait avoir maintenant, que nous avons intitulé avec Anne-Marie Châtelet, donc la question, c'est ça, reconversion, façadisme, on va peut-être y revenir parce que façadisme ça veut dire certainement beaucoup de choses, et puis quelque chose qui nous a frappé depuis fort longtemps, qui frappe tous ceux qui s'occupent de questions de patrimoine, la question de la saturation programmatique. Il y a toutes sortes d'expressions qui ont fait florès pour dire qu'on fait rentrer les programmes au chausse-pied dans des édifices qui, on peine à les accueillir. Il y a souvent aussi question de l'effet thermos, car si vous y songez, l'équilibre, à vrai dire, que matériel et physique des édifices d'autrefois, songez à la façon dont on se chauffait, qui étaient des édifices qui étaient des passoires, n'est-ce pas, du point de vue de l'air. De nos jours, il s'agit au contraire de, si possible, les isoler, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans un TGV, c'est à peine si on peut ouvrir les fenêtres. Il y a des systèmes de climatisation très 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 importants. Du reste, on en a eu une petite idée ce matin grâce à ce graphique qui présentait les parties hautes de la BNU et qui faisait voir la quantité de tripailles qui sont une composante obligée maintenant, tous ces systèmes qu'il faut regarder très très en amont, n'est-ce pas, des projets au risque de parfois perdre des qualités extrêmement importantes. J'avais assisté ce matin, puis on n'a pas pu me donner satisfaction, mais je l'indique pour que vous sachiez de quoi il s'agit quand on visite ces édifices. J'aurais souhaité qu'on aille visiter, n'est-ce pas, les locaux, la pompe à chaleur, vous rendre compte des volumes absolument incroyables qui sont consacrés dans les édifices, n'est-ce pas, à toute la technique. Je me rappelle avoir visité le département des arts islamiques, n'est-ce pas, l'extension le projet de Ricciotti au Louvre, et on était sidérés, dans un cadre évidemment extrêmement contraint, par le volume en termes de mètres cubes et le volume en termes de budget consacré à la ventilation, à le conditionnement de l'air, l'humidification, tout ça. Je me rappelle qu'on avait parlé entre le quart et le tiers du volume et du budget consacré, n'est-ce pas? Donc quand on parle de transformation d'objets, voilà. Alors ici, je ne sais pas très bien comment articuler la chose, reconversion, donc façadisme, de quel façadisme est-ce qu'on veut parler? Façade, on peut comprendre de quoi il s'agit quand on parle de façade. Évidemment, ça n'a pas tout à fait la même résonance quand on parle de façadisme dans un pays comme la France, et même dans différentes régions de France, et d'autres pays d'Europe. Le façadisme, si on pense à la façon dont ce que ça veut dire façadisme à Paris, les façades, n'est-ce pas, la théorie architecturale française qui mise sacrément sur la façade, n'est-ce pas, quand Louis XIV fait établir la place des Victoires, finit par se résoudre à faire édifier des façades derrière lesquelles des personnes, peu ou prou, essayeront de construire quelque chose. Le projet est même tellement raté que le roi doit se résigner à tout détruire pour reconstruire des façades plus en rapport avec une typologie éventuelle de quelque chose qu'on pourra quand même faire. Et donc donc vous comprenez, dans un pays comme chez nous, c'est quelque chose de très très curieux que de parler de façadisme. Alors plutôt que de soliloquer, je préfère naturellement donner sur cette question peut-être façadisme et reconversion, n'est-ce pas, et saturation programmatique, n'est-ce pas? Qui veut réagir le premier? Peut-être je donnerai volontiers d'abord la parole au premier qui doit quitter la table, peut-être Philippe Grandvoinet. Merci Jean-François. Je
pense que là, dans le cas de la BNU et dans le cas du palais de justice, un choix fort a été fait, qui a été de conserver les bâtiments en place avec leur activité. Avec des fonctions qui évoluent malgré tout, hein. C'est-à-dire qu'une bibliothèque en 1885 ne fonctionne pas comme une bibliothèque aujourd'hui, et c'est pareil pour un palais de justice. Dans ce cas-là, il s'agit de faire rentrer quasiment un programme nouveau, j'ai envie de dire, dans un bâtiment qui n'a pas été nécessairement conçu pour ça. Et je pense que c'est ça le défi qu'on mesure peut-être pas nécessairement quand on dit on va simplement adapter aux usages du jour. C'est que entre les réseaux techniques dont tu parles, l'affluence, parce que c'est des bâtiments qui du coup accueillent une quantité de gens extrêmement importante. Alors c'est peut-être plus simple à la BNU, mais on voit que c'est très compliqué du coup en termes de gestion des flux dans un palais de justice. Et puis après il y a l'enjeu des surfaces. Alors on voit qu'au palais de justice, l'extension de 78 avait permis de créer 1600 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire, et on fait le choix de supprimer ces planchers pour en recréer, c'est-à-dire qu'il y a dans l'opération, il y a ce qu'on perd, il y a ce qu'on gagne. Et moi ce que je trouve intéressant à la palais de justice, on en parlait ce matin pendant la visite, c'est que en fait c'est une densification, mais qui se traduit quand on regarde le bâtiment de l'extérieur par une dédensification. C'est-à-dire que si en tout cas on marche le long du bâtiment, on retrouve la corniche de 1895 et finalement le bâtiment a été allégé, pour ainsi dire, alors que de fait il a été densifié. Alors est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est une tromperie? Je ne sais pas, en tout cas dans le cas pour revenir à ta question sur le façadisme, il me semble que pour le palais de justice, qui est le bâtiment que je connais le mieux, au moins on a des parties anciennes sur lesquelles, suffisamment d'éléments anciens pour avoir encore porter un jugement sur les qualités de l'architecture de Neckelmann ou ses défauts, et aussi des parties neuves suffisamment affirmées, articulées avec l'ancien, pour qu'on puisse aussi avoir un avis sur cette architecture contemporaine. Voilà un petit peu pour mon sentiment. Merci de ces réponses qui ouvrent finalement un nouveau champ, parce que à partir de cette question de façadisme, n'est-ce pas, et une saturation programmatique, tu poses la question de finalement aussi quid de la continuité programmatique d'un édifice. Est-ce que c'est favorable, salutaire ou pas? Finalement on se rend compte que c'est bien toujours un palais de justice, mais que les usages ayant changé, finalement ça alourdit peut-être beaucoup. Il y a aussi une question qui est très intéressante aussi que tu abordes sur l'ensemble de l'exploitation, l'interrogation sur le potentiel de ces édifices, n'est-ce pas, en termes de qualité qu'ils ont. Et une chose que là je n'avais pas du tout songé, c'est vrai qu'après tout l'allègement, car il est très manifeste, peut-être plus encore à la BNU, où l'ablation de toutes ces maçonneries qu'on peut déclarer au fond complètement inutiles et encombrantes, puisqu'on a d'autres moyens de porter une coupole de nos jours. Alors c'est vrai que là c'est preuve par neuf. Donc voilà, cette question, voyez-vous, est au centre. Alors peut-être on peut maintenant passer la parole, je ne sais pas, au choix, peut-être à Johan Lund sur cette question, puisque Johan Lund n'est pas praticien, n'est-ce pas? Amené évidemment par la force des choses à considérer ces solides desquels nous nous préoccupons, y compris dans une école d'architecture. Effectivement, la question de l'usage, le fonctionnement d'un palais de justice au XIXe siècle et un palais de justice actuellement, il y a vraiment un écart qui est très manifeste. Il faut savoir que sur cette opération de réhabilitation-extension, le ministère s'est un temps posé la question de construire un bâtiment neuf à l'extérieur de la ville ou en périphérie,
ce qui, d'un point de vue fonctionnel, mise aux normes, etc., aurait été beaucoup plus simple. Donc il y a quand même une volonté politique, qui avait été aussi appuyée par les collectivités locales pour conserver, on va dire, le palais de justice au sein même de la cité. Donc ça, c'était un acte fort. Et après, la difficulté, effectivement, c'est on a ce bâtiment ancien, on a des programmes qui ont beaucoup évolué, il y a des normes qui ont énormément évolué, tout ce qui est normes sécurité incendie, tout ce qui est normes accessibilité, tout ce qui est normes sanitaires pour renouvellement d'air, etc. Donc c'est un bâtiment qui était plus du tout aux normes. On était sous avis défavorable de la commission de sécurité depuis un certain temps. Il y a des normes, alors ce ne sont pas vraiment des normes, mais il y a on va dire des normes internes sécuritaires. On est dans une ambiance, on va dire, de plus en plus sécuritaire, et forcément un palais de justice focalise l'attention sur cet aspect-là. Et voilà, ce qui était pas forcément un enjeu au 19e siècle l'est actuellement. Donc c'est pour nous la gestion des flux entre le personnel qui vient travailler, entre le public qui vient librement assister aux audiences, et entre les détenus qui sont sous escorte et qui doivent arriver de façon sécurisée dans les salles d'audience. Donc la démarche qui a été faite, donc on a lancé un concours et on a tenu à réaliser un cahier des charges commun qui servent de base de lecture, on va dire, à chacun des candidats pour qu'après ils viennent que chacun vienne avec leurs idées, mais qu'une bonne compréhension de ce bâtiment. C'est-à-dire qu'au-delà de l'étude qu'a présentée M. Grandvoinet, on avait vraiment un cahier des charges qui hiérarchisait les interventions sur le bâtiment, c'est-à-dire qu'il mettait en avant la qualité et la force de ce bâtiment, qui était cette double circulation autour de la cour et autour de la salle des pas perdus, qui était très rationnelle, très lisible, donc sur laquelle s'est appuyé M. Garcès pour la réalisation de son projet. Mais après, il fallait le faire évoluer. Donc on a, in fine, par rapport au bâtiment d'origine surélevé de l'extension des années 70, on a augmenté de près de 2000 m² les surfaces de plancher. Donc effectivement, c'était une des volontés de ce cahier des charges, c'est-à-dire que si on détruisait, on reconstruisait, on voulait se faire en retrait de façon à revoir la ligne d'origine du bâtiment et que ça soit plus complètement noyé dans une extension contemporaine. Donc ça a été une vraie difficulté. Il a fallu faire des choix qui n'étaient pas forcément faciles, parce qu'à un moment, un projet, c'est un compromis entre les mises aux normes, où on peut avoir parfois des dérogations, entre l'aspect patrimonial, où il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient inscrits, dont par exemple les 2 salles d'audience qui étaient dans l'axe de la salle des pas perdus. Alors il se trouve que par exemple les plans d'origine qu'a retrouvé M. Grandvoinet montraient que le dessin d'origine, il n'y avait pas forcément ces 2 salles dans l'axe, il y avait juste un escalier qui donnait sur la cour. Donc on l'avait identifié, même si c'était des éléments inscrits, donc les boiseries ont été déposées, mais comme un axe où on pouvait intervenir assez lourdement, parce qu'on se devait, le projet n'était pas faisable si on n'intervenait pas lourdement sur le bâtiment. Voilà, donc on a essayé d'hiérarchiser pour faire en sorte de donner une sorte de boîte à outils à l'architecte, on va dire, sur le bâtiment, à côté d'un programme qui est assez complexe et assez ambitieux, et effectivement en termes de surface qui n'est pas neutre, de façon à ce que les deux puissent se rejoindre. Et après il y a eu des discussions forcément en cours d'études avec la DRAC, avec la maîtrise d'œuvre, comme je disais lors des visites avec les pompiers, etc., avec la commission accessibilité, tout ça, pour essayer de trouver le meilleur compromis possible. Alors je crois qu'il y a une dimension qui est extrêmement intéressante dans ce qui vient d'être dit, c'est cette idée que bien sûr les usages, il y a une sorte d'inflation, n'est-ce pas, de ce qu'il faut mettre dans la boîte, et que peut-être peut intervenir dans un certain cas une sorte de hiérarchisation. Il y a un cahier des charges ce qu'on aimerait, ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, des préconisations, je pense, qui sont plus ou moins, avec 2, 3, il y a un code couleur pour l'importance de ces préconisations, et puis à un moment donné, on peut peut-être transiger sur certaines d'entre elles pour que malgré tout cette question de la transparence faite au détriment de celle dont on s'est providentiellement rendu compte qu'elle n'était peut-être pas aussi authentique que cela, parce que les plans, on peut faire de faux plans, ça peut servir dans certains cas, ça c'est un conseil. Est-ce que sur cette question, peut-être toujours pour l'instant assez sur la question façadisme, reconversion et situation programmatique,
Est-ce que Michel Desplat, vous voulez dire un petit quelque chose? Je peux faire une petite présentation. Oui. Je voulais surtout plus parler de Strasbourg parce que je pense qu'on en a tellement parlé ce matin et tout. Je voulais aborder d'autres sujets parce que là on se focalise essentiellement sur des bâtiments qui ont une vraie valeur patrimoniale où le programme rentre malgré tout dedans, quoi. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je vais passer rapidement, je voulais juste vous présenter l'agence parce que Ah zut, ça vient pas. Alors il faut que non, on est une cinquantaine de personnes à l'agence. Voilà. On n'est pas des martiens, c'est dans une salle de prise de vue qu'on a créée à Toulon. Donc on est une cinquantaine et on touche aussi bien au niveau de l'urbain que de projets d'architecture en équipement, en réhabilitation et tout. Donc il y a un vrai savoir-faire. Je voulais vous parler d'un petit bâtiment qui s'est fait un petit peu en parallèle de la réalisation du projet de Strasbourg. Ça, on est un peu dans le même cas que Strasbourg. Je dirais que c'est à peu près la même démarche qu'on a eue. On est à Tournai, on est en Belgique, on est à proximité de Lille. Cette ville est très connue par sa cathédrale, une magnifique cathédrale qui mixte deux styles, le style roman qu'on trouve dans sa nef et son transept, et son chœur qui est gothique. Et là on se trouve juste en face dans un bâtiment qui date du XIIe siècle. La partie, il est bâti sur des caves romanes du XIIe siècle. Et c'était une maison au départ qui abritait des sœurs hospitalières qui ont ensuite abrité un chanoine, qui sont ensuite devenus un hôtel, qui ont ensuite accueilli la commandature au niveau des deux guerres, etc., pour devenir une banque. Et donc ce bâtiment a pris son style définitif. C'est un assemblage de plusieurs bâtiments en 1914, si je ne m'abuse, et c'est un style dénommé Louis XVI. Voilà, donc une façade assez belle, moi je trouve. Voilà. Et donc la démarche de l'agence, et ce qu'on dit toujours, c'est que l'agence elle n'a pas de style, et c'est quelque chose qu'on revendique, c'est qu'on n'a pas une écriture forte, et qu'en fait on s'habille, on prend position en fonction du contexte. On revendique plutôt avoir une démarche, on travaille entre guillemets avec une sorte de grammaire, quoi. On a des thématiques que l'on aborde toujours au sein de l'agence, et au final notre identité on se la crée au travers de ces éléments-là. Et donc là tout simplement c'est le contexte. Ce bâtiment il est magnifique, c'est un peu comme la BNU. Pourquoi aller créer une extension, déposer la toiture, faire quelque chose en plus? Donc là on a aussi eu la même démarche en voulant rentrer le programme à l'intérieur. Alors il est toujours important quand on se retrouve face à un bâtiment, c'est d'essayer de le comprendre. Voilà, soit c'est l'histoire. Sur la BNU, il y avait cette coupe qui nous semblait essentielle, dont on a parlé ce matin. Et là, quand on rentre dans ce bâtiment, il y a ce jardin d'hiver où on trouve, qui permet de rassembler plusieurs bâtiments au fil de l'histoire et qui a permis de créer cet ensemble. Et en fait, quand on regarde sous cette verrière, on voit tout simplement qu'on découvre au travers de celle-ci les 5 clochers de cette cathédrale de Tournai. On en voit 3 en réalité de ce point de vue-là, quoi. Et donc tout de suite, c'est quelque chose qui devient pour nous un des éléments essentiels. Et donc c'est avec ça qu'on va bâtir notre projet. Et donc ce bâtiment, même si on va le restaurer de façon contemporaine à l'extérieur tout en respectant son écriture, donc au final est un bâtiment qui va être ordinaire, quoi, parce qu'on le magnifie tout simplement en travaillant, en remettant en valeur toutes les modes des natures de ces baies, les proportions de sa baie, etc., en effaçant les menuiseries. On voit très bien les linteaux très maniérés là, qui sont valorisés et tout. Donc, et puis cette toiture qu'on a singularisée par une teinte homogène noire, en reposant tout simplement des ardoises naturelles, en retravaillant, en réalisant de nouveaux encadrements de baies de lucarne en zinc pré-patiné noir. Donc on lui recrée une identité contemporaine tout en respectant l'écriture initiale du bâtiment avec son style. Quand vous allez pousser la porte de ce bâtiment, vous allez certainement voir cette cave magnifique sur laquelle ce bâtiment est bâti, qui est du XIIe siècle, et tous les fervents du patrimoine vont effectivement être en émerveillement. Mais c'est surtout ça qui devient intéressant. C'est en fait quand vous rentrez dans ce jardin d'hiver que vous avez avant, il y a une espèce de grand miroir, c'est un grand miroir qui se pose là, qui flotte et qui va refléter les clochers de la cathédrale. Et donc pour un office du tourisme,
de cette ville, qui est porté par cette cathédrale. Dès que vous rentrez dans ce nouveau lieu, vous avez ce magnifique miroir qui reflète les 5 clochers et qui vous permet, en un certain point de vue, au travers d'une sérigraphie qui est posée, de trouver vraiment la superposition entre la sérigraphie et ces clochers, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un peu la volonté de l'agence, c'est que on n'a pas forcément une démarche patrimoniale forte, mais c'est vrai qu'on se positionne par rapport à l'histoire du lieu, par rapport aux potentialités du lieu, quoi. Voilà. Et je pense que cette opération, petite opération, hein, c'est un projet à, je sais pas, 800 mètres carrés à 1,5 million d'euros, quoi, voilà, mais où vraiment je pense que tout le travail de l'agence se reflète. Après, il y a d'autres sujets, effectivement, où effectivement il faut avoir une position. Donc là, on est sur Toulouse, c'est un tri postal, voilà. On travaille au niveau urbain aussi à l'agence, hein, donc on a une démarche assez forte, hein, et on est appelé par, là on est dans du privé, hein, c'est vraiment c'est des promoteurs privés, donc c'est ICAT qui va racheter ce site à la Poste et qui vient nous voir, il dit développez-nous un plan d'urbanisme, on a 4 hectares là, démolissez-moi ce bâtiment et faites-moi un plan masse avec 300 logements, quoi. Voilà, pour nous valoriser ce site, et nous en fonction de ce que vous allez nous proposer, on va pouvoir on va pouvoir faire une proposition financière à la Poste. Et en fait, quand on visite, on constate que ce bâtiment, il est horrible à l'extérieur. Enfin, je pense qu'il n'y aura personne qui nous contredira là-dessus. Quand on le visite à l'intérieur, on constate quand même qu'il a une magnifique structure, hein, voilà, béton, plutôt assez costaud, pour des des systèmes de tri, etc., avec une forte capacité portante. Donc on se dit, il faut réfléchir, il ne faut pas abattre ça. Et donc, plutôt que de faire table rase de cet ensemble, non, on va plutôt dire, on va préserver ce bâtiment. Déjà, il a une potentialité énorme, parce qu'aujourd'hui, on devrait reconstruire, on ne peut plus reconstruire dans ce gabarit-là, hein, parce qu'il est beaucoup plus haut que ce que n'autorise le PLU. Mais plutôt que de miner notre foncier, hein, de créer de l'étalement urbain, on va profiter de ce qui est là, plutôt que de démolir et reconstruire, on va en profiter, et en fait on va l'habiter en périphérie, et ce bâtiment va nous permettre d'accueillir tout le stationnement qui est nécessaire à ce quartier, et après on va l'accompagner par une multitude de bâtiments différents, allant du collectif au petit collectif, au pavillonnaire, pour faire à des maisons individuelles, pour faire la transition avec le tissu urbain, parce qu'on se trouve dans une zone pavillonnaire toulousaine. Donc ce bâtiment que vous voyez ici en plan, le très pâle, donc on voit très bien la structure qui existe, et ça nous permet en fait, en faisant assez peu de travaux, de retrouver deux trames de parking de 16 mètres, de redonner une nouvelle histoire à ce bâtiment, lui donner une nouvelle fonction, et surtout régler cette problématique des stationnements, parce que dans des opérations immobilières privées, souvent on finit avec du stationnement extérieur, hein. Et donc là on réintègre tout le stationnement à l'intérieur, on habite toute la couronne périphérique, avec une trame une trame de 8 mètres, qui n'est pas forcément une trame adaptée au logement, mais qui, que du contraire, nous apporte une qualité de logement, parce qu'on arrive à mettre dans cette trame classique un logement T2 classique, avec une surface extérieure, et ça nous permet d'avoir intégré dans loggia, et ce qui nous permet d'avoir des logements plus grands que la norme, parce que si on avait construit quelque chose de neuf, on aurait été avec des logements beaucoup plus ramassés, beaucoup plus conformes à ce que souhaitent nos promoteurs, hein, voilà. Et surtout on arrive à avoir des volumes plus hauts, quoi. On profite, parce que anciennement on construisait en volume, quoi, alors qu'aujourd'hui on construit en plan essentiellement, avec des ratios d'auteur standardisés. Là on construisait avec des hauteurs plus importantes, donc on peut donner de la qualité à ces logements par la volumétrie, quoi. Et donc après on accompagne bien sûr ce travail là avec un travail sur le paysage, pour créer aussi une diversité. Donc là le paysage va rentrer dans le bâtiment avec une succession de gradins, pour effectivement donner une autre identité, une des autres typologies d'habitat qui vont s'articuler, qui vont être traversants, et qui vont s'articuler autour de cette dalle paysagée. Alors tout ça amène quand même, il y a beaucoup de risques, hein, là derrière, faut pas croire, c'est pas aussi simple, hein. Donc voilà, là vous voyez le bâtiment, une fois qu'on lui a déposé sa façade, il est en équilibre presque instable, et là il y a un vrai travail
de savoir comment alléger le bâtiment. Hein. C'est effectivement la mesure, la légèreté économique du bâtiment, parce qu'en fait, il faut travailler avec des ingénieurs passionnés qui ont la même passion que nous, les mêmes envies, quoi, pour réussir à justifier tout ce squelette, parce qu'on va recréer des planchers intermédiaires, et donc on va alléger les planchers au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est des planchers qui étaient prévus à 600-700 kg du mètre carré. Comme on va repasser en logement, on va repasser à 150 kg par mètre carré, donc on allège virtuellement les fondations, et en recréant des planchers intermédiaires, on remet la charge, et donc il y a un travail d'équilibre entre ce qu'on allège en théorie et ce qu'on ramène en réalité sur ces poteaux. Donc ça c'est un projet qui est en chantier, qui se terminera en fin d'année, donc voilà, et qui devrait avoir cette physionomie là au final, quoi, voilà. Donc là c'est vraiment, on est vraiment dans une reconversion. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire avec une saturation programmatique, parce qu'au final, le projet s'est intégré à l'intérieur, mais on profite pleinement du volume qui est attribué. Et quand vous voyez les petites excroissances en partie supérieure, ça correspond à la volumétrie des locaux techniques qui étaient en toiture, parce que le PLU nous autorise à réhabiliter, reconvertir le volume existant, quoi. Dès qu'on sort de ce PLU, il faudrait revenir à un gabarit qui est de 3 niveaux standards, donc beaucoup plus bas. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on continue, mais c'est deux sujets qui sont, de mon point de vue, très intéressants. Merci infiniment de cette intervention qui répond tellement bien à, je dirais, à l'esprit de cette interrogation sur façadisme et reconversion et saturation. Vous dites, au fond, Michel Delplace, que la saturation programmatique n'est pas une fatalité, ce qui est une bonne nouvelle, en effet. Certainement, c'est pas une fatalité. Là, vous flottiez, vous aviez moyen. Mais merci d'avoir aussi, collé à cette interrogation, car les deux exemples, n'est-ce pas, cet office de tourisme de tournée montre bien, là, au fond, vous avez gardé l'enveloppe, mais par le traitement des baies de la distribution intérieure, vous l'avez complètement, vous le customisez, le bâtiment, hein, c'est très très intéressant. C'est tout à fait, je suis tout à fait sensible à cette architecture peut-être Louis XVI, je ne sais pas très bien, en tout cas les 18e, mais donc en effet, changer la volumétrie, oui, ça rentre dedans. Voilà, donc c'est très intéressant. Et ensuite, c'est cet exemple de cette friche, d'autant qu'on est très sensible à ce qui se passe à Toulouse. Je pense que vous avez été ému comme beaucoup d'autres, la faillite de l'école d'architecture de Candilis, et donc la façon dont on aurait pu certainement souhaiter, n'est-ce pas? Alors, c'est peut-être pas des structures de béton dignes tout à fait de la halle Fraissinet ou des choses comme ça, mais cependant, on en parlera et là c'est très intéressant, parce que je vois tout un public d'étudiants qui est ici, nous sommes dans une école d'architecture, bien concevoir que parler de façadisme de la façon dont vous le faites, justement, c'est pas tant les façades, c'est la structure peut-être sur laquelle vous allez agripper les possibilités d'un projet, sachant que la destruction de tous ces objets, ce façadisme tel qu'on le pratique en tout cas dans bien des régions de France, en tout cas notamment à Paris, où le façadisme règne en maître dans tous les quartiers du centre, dans lesquels on croit qu'on ne fait pas de travaux, et comment on vide des îlots entiers par l'intérieur en transportant toute cette matière au champ, avec ensuite cette difficulté de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter des programmes et des distributions là où en effet la saturation alors là règne en maître, comment est-ce qu'on rentre les choses là-dedans, si vous voulez. Alors peut-être maintenant, parce que nous pourrions parler, mais nous savons, voilà, a priori, je crois que ce serait intéressant que peut-être le public, des spécialistes, des moins spécialistes et des étudiants, on a droit à poser des questions tout à fait bêtes, hein, ça nous sont très amateurs, il n'y a aucun complexe pour intervenir sur cette question et pour lancer la chose, puisque nous sommes ici à Strasbourg, alors revenons à Strasbourg, nous venons de parler de deux objets. Est-ce que vous ne trouvez pas tout de même un petit peu curieux, vous qui êtes dans une école d'architecture, où a priori vous faites des projets, que vous voyez donc les aînés intervenir, Jordi Garcès avec Dalla Lesetta, ici Michel Delplace, agence Nicolas Michelin, et finalement cette sorte d'immense modestie qui est de rentrer dans des édifices, surtout on ne change presque pas l'apparence extérieure, ça ne vous semble pas un petit peu étonnant, hein? Ça ne vous heurte pas?
Qu'est-ce qu'il y a à voir comme archi? Si on n'a pas les clés, alors on a eu la chance, maintenant on nous a reçus, mais si on n'entre pas dans l'édifice, en somme, la ville du 20e, 21e siècle, ça ne se verrait pas du tout. Ça vous surprend pas un petit peu? Que je passais encore ce matin devant, alors c'est le façadisme à l'envers, c'est le magasin du printemps, non c'est ça, oui c'est printemps ou farfouiller, enfin oui c'est ça, ici du printemps, avec un plus jeune confrère peut-être, Bicher, qui propose cette façade que vous savez, mais enfin qui est une sorte d'unicum. Pendant combien de temps est-ce qu'on va rester à Strasbourg sans ne toucher à rien du tout, hein? Et il faut absolument que ça ressemble à une image de carte postale, Weihnachten, vous savez, comme avec les petits, que ça ressemble à une grosse crèche, toujours. Hiver. Allez, intervenez, dites des bêtises, c'est à vous. On a assez parlé, nous, c'est bon. Ou des questions plus générales sur les interventions extraites. Il y a tellement de sujets tellement riches, je voudrais vous voir rebondir un petit peu. Voilà, oui. Ils sont pas encore chauds. Et ça va venir. Non, mais, de toute façon, à la fin, il n'y aura plus moyen de vous arrêter. Alors autant vous jeter l'eau tout de suite. Oh non. Vous faites des projets comme ça? Quand vous faites des projets, je sais pas, un studio de projet, vous prenez un bâtiment et vous mettez dedans? Je vais vous montrer une petite image sur un autre dossier. Bon, je vais passer celui-là. Voilà, une. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on vient de terminer à Aix-en-Provence, où on confronte effectivement deux types d'architecture, une très contemporaine et une qui est plus patrimoniale, qui est le bâtiment que vous voyez à l'avant-plan ici. C'est un bâtiment d'Heger. René Heger, c'est l'architecte associé de Ferdinand Pouillon, qui a travaillé sur le port de Marseille, et qui lui était architecte de l'éducation nationale, et qui à l'époque, quand on était architecte de l'éducation nationale à l'époque de la reconstruction, on construisait des complexes universitaires au travers de toute la France. Et lui, il a construit essentiellement le complexe universitaire d'Aix-en-Provence, d'accord. Et donc ce bâtiment accueillait initialement le restaurant universitaire, et ils nous ont demandé de refaire un projet avec un restaurant universitaire et une bibliothèque. Et donc plutôt que de faire deux bâtiments dissociés, en préservant un bâtiment et en créant un autre, on a fusionné les deux. Voilà. Et donc il y a un ensemble qui s'est créé avec un contraste fort entre cette architecture de grandes arcades très verticales, très rythmées, et au contraire de notre bâtiment qui vient l'enrober et qui vient fusionner avec lui, avec ces grandes horizontales et cette inflexion qui permet de créer un grand parvis. Donc c'est pour ça qu'au travers de chaque réhabilitation, il n'y a pas, c'est difficile de donner une réponse unique, ça dépend tellement du contexte, de la programmation. Quand on comprend, c'est beaucoup de choses, et donc c'est une réflexion importante qu'on doit avoir dès le début avant de se positionner. Après tout ça se fait aussi de façon très intuitive, il ne faut pas se leurrer. L'architecte, quand il conçoit, c'est avant tout une question d'intuition. C'est ce que vous faites aussi quand vous faites un projet. Vous avez une intuition à un moment, et puis après vous la portez, et puis quelqu'un vous accompagne pour la développer, quoi. Voilà. Et celui qui vous accompagne, c'est votre enseignant. Voilà. Parce que, on peut se laisser dominer par le plan masse de la Neustadt avec ses bâtiments et un côté ring berlinois, avec une succession d'édifices en péri en symétrie sur l'ancienne Kaiserplatz. Ce matin, quelqu'un parlait de la Kaiserplatz, la place de la République quand même, jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Moi je suis né à Versailles, donc à Versailles on périt en symétrie, ça depuis l'origine, et il n'est pas question de... Alors, vous voyez dans quel conditionnement ici on peut être, et est-ce qu'il y a, parce qu'au fond je ne connais pas assez Strasbourg, est-ce que vous pourriez citer, parce que vous connaissez la ville, vous avez travaillé sur les édifices sans doute, je ne sais pas, ces bâtiments hybrides où il pourrait y avoir, je ne sais pas, un bout, je ne sais pas, moyenâgeux, et puis une extension. Il y a certainement des édifices du Moyen-Âge qui, je ne sais pas quoi, refaçadés au 18e, il y a certainement des bâtiments hybrides. Vous n'avez pas que des objets parfaits, de façon, comme ces bâtiments de la Neustadt, ou n'est-ce pas, ou le palais de Rohan, qui sont en effet des édifices, oui, voilà. À côté de la BNU, il y a l'extension du TLS par Pierre Sonren en 1949. Voilà.
Donc en effet, mais là encore dans la boîte. Et par l'atelier Canal. La République, voilà. Mais à l'arrière, côté rue, non, c'est très moderne. Et ça a été restructuré il y a quelques années par une agence. Rubin, les frères Rubin, Canal. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voulez évoquer ce projet, en dire du bien ou du mal, je ne sais pas. Vous raisonnez dessus. Des confrères. Des confrères. Parfait, oui, très bien. J'ai l'impression qu'ils sont malgré tout assez rares à Strasbourg, ces bâtiments un peu recomposés, ratassés, rapiécés, reconquis, réinterprétés. Ce bâtiment-là que Adrien vient d'évoquer est intéressant parce qu'on n'a pas de problème qu'on a la BNI. Oui. L'enveloppe n'a pas été gardée, mais les substructures ont été gardées. C'est-à-dire les fondations. Donc en fait, l'actuel, il est effectivement sur l'arrière des façades qui sont des façades de opérées, mais l'enveloppe totale est exactement sur la même enveloppe que l'enveloppe d'origine. Donc on est dans le même gabarit. Pour moi, c'est pas simplement parfois la question de l'enveloppe, mais la question de la structure qui se manifeste non pas par la structure comme vous l'avez montré, mais par la structure de fondation qui est très directive. Oui. Là aussi, il devait certainement avoir une problématique d'emprise foncière, vu que la rue qui est derrière limite l'espace. Après, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais visité en profondeur ce bâtiment. Ça, c'est une donnée très importante, la permanence des substructures dans les villes, vous savez bien, puisque les caves construites en pierre, c'est très cher, demander des arcs, des voûtes, et donc on les garde en général. Et bien souvent, en tout cas dans une ville comme Paris, je ne sache pas qu'à Strasbourg soit très très différent, eh bien, les caves demeurent. Vous pouvez avoir des caves du XIIIe siècle sous un édifice bien postérieur. Je me rappelle l'usage que, par exemple, chez Métoff avait fait des substructures l'actuel muséum d'histoire naturelle. Il avait eu la surprise, faisant l'hypothèse qu'on voulait augmenter les surfaces considérablement en creusant les sous-sols, la chance de tomber sur des substructures en meulière parfaitement appareillées, sur une hauteur, il y avait de quoi mettre trois niveaux là-dedans. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et puis cette mouvance entre les substructures qui ont leur plan, et puis ce qui se passe en superstructure, ça correspond souvent pas du tout. Et c'est pas très grave, les reports de charge en pierre on fait pas, mais à ce moment-là on met des appoints structurels qui font que le dessus se tient sur le dessous. Donc il y a là quelque chose qui est extrêmement plein de poésie. Bien souvent les caves allant jusque sous les chaussées des rues, n'est-ce pas? Parce qu'on grignote, n'est-ce pas? C'est une fourmilière sous les bâtiments. Songez la chose un petit peu comme ça, et non pas. C'est le caractère hybride par essence, n'est-ce pas, de la ville du passé. Oui. Il y a encore un autre exemple à Strasbourg, l'église abbatiale Saint-Étienne. Les substructures basiliques romaines, 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà. Ensuite, on construit une église, mes collègues me contrediront si je me trompe, une église du Moyen-Âge. Elle est bombardée. Elle est bombardée en 1947-5 et elle est reconstruite par Bertrand Monet, Bertrand Monet, l'architecte de la reconstruction, dans le style un peu de Perret. Voilà. Donc on a 3 couches là, et qui a gardé l'abside du Moyen-Âge. Alors, une manière de faire réagir les étudiants, parce que là-dessus, on n'est pas encore assez chauffé. Voilà. Vous savez que ça va venir. À Saint-Denis, à côté de Paris, il y a une basilique qui est célèbre, royale. Vous savez, c'est le lieu de sépulture. Vous savez que c'est décidé, le ministère de la Culture, on a décidé oui pour la reconstruction d'une flèche tombée, flèche sur la tour nord de la basilique Saint-Denis. Bon. Hier, en arrivant à Strasbourg, je considère cette cathédrale, je me dis quand même, est-ce qu'on pourrait pas... Vous voulez pas on s'y maîtrise un petit peu là, parce que c'est embêtant quand même. Moi je suis né à Versailles, je vous rappelle, et donc... Attendez, ça existe, les projets de deuxième flèche. Alors. Non, moi je voulais, pour rebondir sur votre interrogation, à Strasbourg, il y a aussi la médiathèque Malraux, qui est dans ce contexte-là, où on parle d'un bâtiment je voulais qu'on aille le voir. Années 30, et sur lesquels on construit autre chose. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que je regardais peut-être sur ce thème-là tout à l'heure. Oui, moi je suis pas architecte, donc
ne fait pas partie de la profession. Je suis peut-être plus, comment dire, people et anecdotique. À quoi ça tient tout ça? Parce que là, c'est le lauréat, donc c'est M. Ibos. Bon, il a fait ce qu'il a fait, très bien. Il y a eu un concours, et les deux finalistes, c'était M. Ibos, et c'est pour ça que vous m'y avez fait penser. L'autre finaliste, c'était M. Non. Ibos Evita, c'était Chemetov. Voilà, M. Chemetov, qui avait fait tout à fait autre chose, qui avait en particulier gardé la toiture imposante qui était familière aux Strasbourgeois et que dans son discours d'inauguration, le maire a encore regretté. Alors à quoi ça tient les choses? Parce que au sein du jury, le jury était totalement séparé. C'était moitié-moitié. Et c'est la présidente du jury, à l'époque, Madame Keller, maire de Strasbourg, au nom de la voix prépondérante du président du jury, qui a fait pencher la balance pour Ibos. Alors à quoi ça tient? Et pourquoi elle a fait... Alors, personne ne sait. J'ai posé la question à Madame Keller, elle s'en rappelle plus. On en est là. J'ai aussi posé la question à Chemetov, qui m'a répondu, c'est parce qu'il pensait que j'étais socialiste. Voilà à quoi ça tient. Mais vous savez, vous évoquez là ces grands choix. Il y en a certains qui sont très célèbres dans l'histoire de l'architecture. Entre je ne sais pas ce qu'on pourrait évoquer. Oui, pour l'Opéra de Paris, par exemple, entre Garnier et Viollet-le-Duc, dont sûrement Marie pourrait dire plus que moi, des choses beaucoup plus malignes. Je pense, parce que je suis moderniste, si vous voulez, à ce choix qui certainement a changé le cours de l'histoire de l'architecture en France. Quand le Bernin himself, le Bernini, propose un projet pour le Louvre, finalement on commence à le construire. On pose la première pierre, cérémonie, on raccompagne le Bernin avec force, carrosse, attelage présent, presque jusqu'en Italie. Et puis finalement, une fois qu'il a de l'eau tournée, on change et on fait le projet de Perrault. Donc un projet italien contre un projet français contre un projet italien. Bon, il y a plusieurs cas de figure comme ceci. Ça tient à très très peu de choses, bien sûr. Mais pourquoi voilà, la voix prépondérante du président du jury a fait que tout à coup, on a choisi... J'avoue avoir été très séduit, peut-être pas par la signalétique de ce bâtiment, mais par la reconversion voilà, c'est une... je suppose que vous allez travailler, je pense à la médiathèque Malraux de temps en temps, les étudiants, non? Ils ne veulent rien dire du tout. Il n'y a pas moyen. Si vous leur donnez à boire, peut-être à ce moment-là, quelque chose. Ça y est. De loin, je ne vois pas. Vous avez l'air d'avoir 15 ans. On peut peut-être profiter qu'on a un architecte et un maître d'ouvrage, oui. Pour poser la question un petit peu de la posture architecturale. C'est vrai que sur des ouvrages historiques, il faut souvent, avec des contraintes de restauration, on a vu des stratégies de différenciation sur le palais du site. Mais là, par exemple, sur l'exemple qui est proposé, on pourrait très bien s'interroger finalement sur pourquoi ce contraste formel. On est dans une logique de verticalité, de répétitivité, et on repart finalement sur une extension à l'horizontale qui peut poser des questions de conception et de posture architecturale. Alors est-ce que cette posture architecturale, dans le cas présent, c'est l'architecte qui lui a sa propre logique de conception, ou est-ce que par exemple sur des ouvrages pas forcément historiques, un maître d'ouvrage, lui, dans sa programmation, peut avoir cette volonté-là? Comment l'équilibre finalement se travaille en fonction du projet, sur des projets un peu moins laisse donc une grande marge à la création. Il y a plus... Non, mais moi je trouve la question splendide. Après, naturellement, il n'y a pas de réponse, mais la question, elle est vache bien. On n'attendait pas tant. Si, on va y répondre quand même. C'est un peu compliqué votre réponse de vous répondre, parce qu'en fait, il y a différents maîtres d'ouvrage. Il y a le maître d'ouvrage public et le maître d'ouvrage privé.
Le maître d'ouvrage privé, on lui parle. Le maître d'ouvrage public, on ne lui parle pas. On répond, on rend une feuille de papier, on lui rend 3 panneaux, On va commencer à débattre. et il nous dit c'est très bien ou c'est pas bien. Voilà. Je pars avec vous, je pars pas avec vous. C'est ce qui a dû se passer certainement avec Monsieur Garcès. Donc voilà. Donc, et après, par contre, il y a tout un dialogue qui s'installe. Mais pour le choix, il n'y a pas de dialogue. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, effectivement, et c'est ce que vous avez fait sur le palais de justice, vous avez donné le maximum d'informations au concepteur sur l'histoire du bâtiment, sur la programmation, les contraintes, etc., pour qu'il s'exprime au mieux en ayant le maximum d'informations. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a été choisi, vous avez pu continuer à développer le projet où, souvent, quand on est lauréat d'un projet, et je pense qu'à la BNU ça a été le cas, il y a eu un choix qui a été fait, mais franchement, toute la fonctionnalité du bâtiment, elle était revue dans sa totalité. Hein. Tous les espaces ont été redéfinis avec les utilisateurs. Donc il y a un échange qui a été fait, mais par contre, le parti, la force du projet a été conservée à 98%. Voilà. Sauf l'escalier qui a un petit peu évolué parce qu'au départ il avait un système, c'était des perles au départ. Hein. Voilà, on avait des perles, mais il y avait des problèmes de nettoyage et tout, et donc il y a eu un long échange. Oui, parce qu'en fait tous les aubans avaient des perles dessus. Je n'ai pas la ici. Voilà, je n'ai pas la perce ici. Et donc pour refléter au maximum la lumière, un peu, on va dire, comme les robes de Paco Rabanne, pour vous donner une image un peu simple. Et donc il y avait un problème de maintenance. Et donc on a débattu pas mal là-dessus. Comme quoi le maître d'ouvrage quand même peut avoir un avis important. Oui, il a une réponse à donner là, parce que c'est excessif. Non, après nous sur la procédure de concours, c'est clair que c'est également une frustration que ne pas pouvoir rencontrer les architectes. Effectivement, on reçoit des plans, des notices, des panneaux, des visuels, mais on doit se faire une idée de... souvent on laisse un terrain libre d'expression de façon à ce que l'architecte essaye de transfère quel est son parti pris, etc. D'ailleurs, sur le palais de justice de Strasbourg, c'était un concours que j'ai eu la chance de suivre, parce que je suis sur le projet depuis plusieurs années, qui était très différent, avec des partis architecturaux très marqués et très différents. Il y en a un notamment qui prévoyait de vraiment tout conserver, et dû juste venir poser une boîte, bon, ça reprenait un peu l'esprit, poser une boîte à l'intérieur de la cour, mais du coup la surélévation était sur 2 étages en R+4. Donc du coup l'impact visuel depuis la façade sud était beaucoup plus fort. Et en fait quand on a ouvert les panneaux, on avait l'impression que c'était celui qui était peut-être le plus interventionniste, on voyait clairement cette surélévation du bâtiment. Et en fait en épluchant les plans, les planches du concours, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir tout conservé a fait qu'il a dû créer de la surface, comme le programme était malgré tout constant, et voilà, cette surélévation a été beaucoup plus imposante. Et là, clairement, il y a clairement, dans un concours, le volet architectural, certes, qui rentre en jeu, mais il y a le volet fonctionnel, le volet coût. Moi, je suis maître d'ouvrage. Le volet coût, il y a le volet planning aussi de chacun des projets. Et là, clairement, ce projet-là, fonctionnellement, comme il conservait tout l'ancien vraiment un peu dans son jus, donc les salles d'audience étaient là où elles étaient avant, et donc il y avait vraiment incapacité de faire des flux tout à fait clairs, ce que je disais tout à l'heure, entre le public et les usagers, et du coup il était fortement pénalisé. Mais après, potentiellement, quand on est allé voir la DRAC, le conservateur régional des monuments historiques, c'était peut-être le projet qu'il préférait, parce qu'il y avait le volet un peu réversible où je viens poser ma boîte, et puis dans 50 ans, si je veux revenir en arrière, je peux l'enlever et avoir le bâtiment d'origine. Donc voilà, mais effectivement, mais là c'est le volet juridique, c'est que le concours est anonyme, et donc étant anonyme, par définition, on ne peut pas rencontrer les architectes. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'a même plus de présentation orale. Donc effectivement, on n'a vraiment plus de dialogue avec le maître d'ouvrage avant le choix définitif. Et après, nous, on n'exprime pas nous, on exprime un besoin, mais on ne s'attache pas à être prescriptif sur un traitement. C'est pour ça qu'on a été... pour le palais de justice de Strasbourg, on a essayé d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire de donner des clés de lecture et pas du tout des préconisations, même si ces clés forcément s'orientent vers certaines préconisations, mais on
on n'est pas imposé de choix, parce que nous, maîtres d'ouvrage, on n'est pas maître d'œuvre, et si on fait appel à des architectes, c'est pour trouver la bonne idée, parce que nous, en amont, avant de lancer tous ces concours, on fait des études de faisabilité qui peuvent être plus ou moins poussées, qui permettent de quand même vérifier l'adéquation entre le bâtiment et le programme qu'on veut y mettre. Puis monter un budget, etc. Mais par exemple, le parti pris de M. Garcès de mettre les salles d'audience au centre, ce qui fait que fonctionnellement, d'un coup, ça marchait hyper bien. On n'a jamais eu l'idée de le faire au moment de l'étude de faisabilité. Donc, on s'attache à être le moins prescriptif possible, mais c'est vraiment l'idée, c'est que ce bâtiment fonctionne, il fonctionne bien, donc il y a un volet fonctionnel, il y a un volet technique, mais c'est vraiment l'essentiel voilà. Et dans le cadre effectivement d'un budget à respecter, mais on ne va pas plus loin sur l'intervention sur le bâtiment. Voilà. Oui, la compétition. Oui, la question qui était là. Dans le cadre de concours, je pense aussi qu'il faut distinguer, parce que là, les bâtiments dont on parle, c'est des bâtiments qui étaient protégés, donc en fait, la façade, c'était une donnée qu'elle soit permanente. Mais j'ai entendu aussi à propos, par exemple, le concours sur les bâtiments scolaires, exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on lance un concours et en réalité, l'idée qu'on va proposer un projet qui est proche du bâtiment originel va à l'encontre d'une possibilité de gagner, parce que ce n'est pas des bâtiments qui sont valorisés en tant qu'image. Donc je pense que ça rejoint un peu la question de la médiathèque. Ça veut dire, en réalité, ce qu'on valorise, c'est la nouvelle image qui va apporter plus que la conservation d'image originelle, qui n'est pas valorisée parce que c'est des années 50, des bâtiments industriels, des bâtiments scolaires, des j'en sais rien quoi. Donc je pense que les stratégies de concours, en fait, je ne sais pas, mais les stratégies sont assez différentes suivant l'âge de type de patrimoine dont il s'agit. Si c'est du patrimoine du XXe siècle, c'est pas tout à fait comme le patrimoine du XIX, mais a fortiori si c'est en 18 et puis antérieur encore. Alors ceux-là, évidemment, ils sont intouchables. Non, mais oui, quand on est en concours, il y a quand même une direction qui est donnée par le maître d'ouvrage s'il faut conserver ou pas conserver. Par exemple, sur ce projet, on avait le choix de conserver ou de pas conserver. Mais clairement, il rappelait que c'était un bâtiment d'Heger, etc. Heger qui avait fait le campus universitaire d'Aix et tout. Quand vous promenez sur le campus universitaire d'Aix, vous voyez tous ces bâtiments qui sont faits avec cette pierre de Bourgogne qui est agrafée sur les façades et tout. Donc ça paraissait assez logique. Mais il y a des bâtiments où on intervient, je vais plus en amont en partie urbanisme, où effectivement la reconversion est très complexe et quasi impossible par rapport à l'usage que l'on doit faire. Et donc, hélas, on doit démolir. Par contre, c'est vrai que des fois, on a d'autres postures. Là, on travaille en tant qu'urbaniste sur les bassins à flot à Bordeaux, et on est dans un site industriel qui est adjacent à Bordeaux. Et ce qu'on a voulu, c'est au travers des nouvelles constructions qui vont être faites par des confrères qui sont architectes, c'est d'avoir un langage industriel. Donc on impose des toitures, des toits, on impose des toits en chette, etc. Et les matériaux utilisés sont plutôt du bardage métallique ou quelque chose de l'esprit industriel, quoi. Voilà, donc en fonction du lieu, des contraintes, on prend une posture différente, quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours aussi qu'on n'a pas de style. Il y a des bâtiments, vous passez devant eux, leur bâtiment, vous voyez tout de suite, ah ça c'est Porzan Park, ça c'est un tel, ça c'est un tel, voilà. Comme Carlos Hott, tout le monde pensait que c'était Richard Meyer, voilà, à l'Opéra Bastille, voilà. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Oui, je voulais faire une remarque à propos du cas particulier des bâtiments qu'on a vu ce matin. J'ai tendance en général à détester le façadisme et à penser que c'est une catastrophe pour les siècles à venir de ne pas avoir une architecture de notre époque qui s'exprime en ville. Et dans le cas de ce matin, je crois qu'il y a c'est un cas très particulier. On a vu deux bâtiments faits par le même architecte, qui en a fait plusieurs dans le même quartier, et surtout on a vu une opération qui s'est déroulée sur une dizaine d'années et qui n'a pas consisté à fabriquer de nouveaux bâtiments, mais à fabriquer de nouvelles villes. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut raisonner différemment. C'est-à-dire que dans ce cas, ce qui importe, à mon avis, au moins autant que la qualité des bâtiments eux-mêmes, qui est plus ou moins ensuite respectée dans chaque cas de figure,
c'est un continuum spatial, c'est une Neustadt, qui n'existe pratiquement plus en Allemagne à cause des bombardements. Donc, les bombardements de Strasbourg ont évité, ont touché beaucoup la ville, mais pas trop cette partie-là. Et on a un ensemble urbain qui est absolument exceptionnel. Et je crois que ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas avoir des a priori en se disant il faut faire ça ou il faut faire ça, il faut avoir de l'attitude. Il faut d'abord se rendre compte qu'on est ici dans cette Neustadt que nous a révélée il y a 20 ans maintenant, Klaus Nolen, qui avant était détesté par les Strasbourgeois pour des raisons politiques et idéologiques, et surtout, je dirais plutôt par les administrateurs parisiens de l'Alsace qui étaient présents à ce moment-là, puisqu'il était question de démolir le palais du Rhin et d'autres édifices. Donc, je crois que dans un cas comme ça, il faut remettre chacun des bâtiments. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant aussi de reprendre sur l'appréhension, la perception des bâtiments depuis l'extérieur, dans ce contexte auquel je crois qu'il ne faut pas toucher, que de ce grand axe qui va, enfin il y en a deux, mais enfin l'axe principal, c'est celui qui va du palais universitaire au palais du Rhin et qui se poursuit ensuite avec le tribunal, et qui est un tout et qui n'est pas juste, c'est pas une succession de bâtiments, ça c'est un morceau de ville. Je crois que la démonstration qu'on a eue ce matin, je pense que quelqu'un. Oui, la démonstration ce matin était tout à fait enthousiasmante. C'est que, on a eu la sensation que ces façades sont là, ces solides sont là, ils font la Neustadt, et en effet, on n'a pas tellement envie de déjouer. On aurait un peu de mal à imaginer chacun de ces édifices phagocytés d'une manière différente, chacun d'entre eux, dans une sorte de valse des styles, un peu. Et on a vu des maîtres d'œuvre nous expliquer, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de Jordi ou de Michel et Delplace, et que, en somme, ces façades étaient là. Comment imaginer une distribution, une organisation intérieure en rapport avec celle-là, n'est-ce pas? On a entendu parler de transparence, d'avoir révélé en somme de très très grandes profondeurs. On avait l'impression d'être au fond, ce matin à PNU, j'avais l'impression d'être une visite de l'opéra, n'est-ce pas, avec des cadres de scène, n'est-ce pas, hein? Et chez toi aussi, enfin je veux dire, pardon, au Palais de Justice aussi, c'est vrai. Oui, mais enfin, ces bâtiments ont fini par s'identifier à eux, c'est normal. Voilà. Et donc, de considérer que la façade n'est pas nécessairement une composante obligée, mais un outil qui est là, comme dans un contexte dans lequel on s'installe et avec lequel on va travailler, n'est-ce pas? Et ça, je crois que la démonstration était... certainement, on peut parler de façadisme, mais c'est du façadisme tout à fait digéré et assumé. C'est pas une contrainte qui fait qu'on va passer des niveaux de plancher absolument n'importe où et qu'ensuite on se dit, mon Dieu, les malheureux, comment est-ce qu'ils vont... Oui, c'est vrai que dans les anciennes salles d'audience, faisait un peu peine à voir, les fenêtres accrochées au plafond, on se disait, celles-là, elles ne vont pas pouvoir beaucoup servir. Il y a peut-être quelques ici et là. Et du reste, on avait... Ces visites ont été très bien organisées, parce qu'on nous a montré aussi un petit peu quels pouvaient être les laissés pour compte dans ces projets, pas seulement des images de revue les plus flamboyantes des projets, non, on nous a tout montré, n'est-ce pas? Et donc on vous a vu à l'œuvre, je crois que c'était intéressant. Ah, de haut, alors là ça vient. Moi j'aurais posé la question, c'est si les façades n'étaient pas inscrites, est-ce que le projet aurait... Ah, ça c'est une jolie question. Dans les deux projets en fait. Alors, il faut savoir, pour être tout à fait honnête, que bien que les façades aient été inscrites, on avait autorisé dans le cadre du concours à détruire la façade arrière. Bon, il y a un des 4 projets du concours qui avait détruit la façade arrière avec une résie béton qui était en surélévation et qui descendait jusqu'à la façade arrière. C'est qui lui proposé ça? Pas de nom. Bah c'est pas grave, faut voir. Bien qu'il aime bien faire des résis béton blanches. Ah, peut-être. Ouais, mais c'est clair que pour nous, le fait que là on soit dans un bâtiment inscrit, c'est peut-être pas forcément la même approche que si on était sur un bâtiment. C'est-à-dire que là, la DRAC, clairement, joue le rôle de garde-fou. Alors parfois, il y a eu des petites tensions, des petites frictions, parce qu'à un moment, on veut faire avancer le projet et il y a certaines choses qui sont soit pas faisables au détriment de la fonctionnalité, etc. Oui, pas sûr que sans la conservation des façades, ça n'aurait pas du tout été
Même chose, mais je pense que chaque architecte avec sa sensibilité les aurait conservés malgré tout, parce qu'on est quand même dans un contexte urbain spécifique et l'idée c'était de mettre en valeur ce bâtiment. Pour notre part, sur la BNU, je pense qu'effectivement, si les façades n'avaient pas été classées, on serait intervenu sur les façades. Pas sur la maçonnerie, mais sur la nature du châssis. Un peu comme je vous l'ai montré sur notre petite opération de tournée, là. Parce qu'en fait, tous les châssis ont été doublés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on n'en a peut-être pas parlé, mais ils ont été doublés pour des problèmes thermiques et acoustiques. Donc plutôt que de mettre un double châssis, on aurait certainement déposé le premier châssis pour mettre un autre châssis, et on aurait peut-être donné une expression plus contemporaine. Je vous avoue que par rapport à la BNU, sur lequel on s'est partagé le travail avec Christophe Bottineau, qui est architecte des monuments historiques, qui lui est intervenu sur ces menuiseries et sur la coupole, j'avoue que petite déception sur la coupole, j'aurais préféré avoir des grands verres. J'aurais gardé la même composition personnellement, mais je n'aurais pas conservé le calepin. Voilà, j'aurais donné une expression plus forte. Je trouve que c'est un peu triste notre coupole, surtout que pour l'instant la tanne n'est pas harmonisée du fait de l'intervention sur des cuivres qui sont patinés et des cuivres qui ne sont pas patinés aujourd'hui. Voilà. Donc là j'aurais redonné un peu plus d'identité contemporaine sur cette coupole, juste en changeant la taille des verres, hein, c'est que ça, hein, c'est hors de question de changer les cuivres et tout, hein, ils sont très très beaux quoi. Mais je trouve que notre petite opération sur tournée que je vous ai montrée tout à l'heure, elle marie très bien le contemporain et le respect du patrimoine quoi, voilà. Quand j'ai une autre question, Michel Delta, sur cet aspect mur classé ou pas, je pose une question parce que l'arrêté de classement 2004, il reprend l'arrêté de l'inscription à l'inventaire supplémentaire de 96. Mais il le rédige de façon différente. Et il dit, l'arrêté de classement de 2004 dit l'ensemble de l'enveloppe extérieure, et il mentionne, je crois, toiture et coupole comprises. L'arrêté de 96 détaillait et disait mur extérieur et mur intérieur des cours. Moi je me demande, je pense que de bonne foi, vous avez pensé que seuls étaient concernés les murs extérieurs, les murs qui donnent sur l'espace public, oui. Si vous aviez pris, comment dire, au sérieux les prescriptions dans leur littéralité, c'est-à-dire que si à un moment donné vous aviez dit attention, les murs de support de la coupole intérieure, enfin les murs qui donnent sur les cours intérieurs, sont aussi classés, on ne peut pas y toucher. Peut-être que vous n'auriez même pas présenté votre projet en disant c'est impossible, on ne peut rien faire. Peut-être certains de nos confrères, dans leurs réponses, ont fait cette interprétation et ont répondu d'une autre façon. En fait, quand vous répondez à un concours, vous avez un cahier des charges, hein, vous avez tout le cahier des charges, mais il y a des intuitions, mais on joue aussi au poker. Hein, il faut pas, on reprend des risques. Être conforme à tout un programme, à toutes les prescriptions et tout, c'est impossible. Donc, il y a des choses sur lesquelles on attache de l'importance, d'autres, on les met un peu de côté, ou alors on affirme notre choix de ne pas en tenir compte. Sur la BNU, très clairement, on n'a pas tenu compte de cette prescription. On a privilégié la conservation de l'enveloppe extérieure uniquement. Quoi, voilà. Mais il est vrai que, un simple petit regard, même pas très, sur l'histoire de l'architecture et des grands exemples de transformation montre bien que dans plusieurs cas, je sais pas, je pense à Michel-Ange dans sa Sainte-Marie des Anges dans les termes du Dioclétien. Il propose vraiment la chose qui la plus ambiguë. Le projet gagnant, c'est celui qui transgresse souvent, il faut bien le reconnaître. Alors, c'est le pari que font certaines agences d'architecture. Il y a un cahier des charges, on ne devait pas... on a cassé la soupière de famille, et bien voilà, c'est ce que vous avez fait finalement. Et il me semble qu'il y avait une question par là-bas, oui, c'est ça. C'est plus une contribution. Oui, volontiers, merci. Il faut rappeler aussi à nos étudiants qui sont ici que les deux cas qu'on étudie aujourd'hui sont finalement quand même particuliers parce que c'est une architecture exceptionnelle, c'est une architecture un petit peu institutionnelle, exceptionnelle qu'on pourrait opposer, et c'est pour ça que je prends l'exemple qui a été montré des logements intéressants, c'est que il faut quand même opposer architecture exceptionnelle à architecture institutionnelle, dont d'ailleurs on pourrait aussi
aussi avoir quelques idées du prix au mètre carré et l'opposer ou peut-être la comparer avec une architecture beaucoup plus commune, ordinaire, vulgaire, qui est composée des logements et du reste de la ville. Le tribunal, ça reste un tribunal. C'est une amplification du programme, c'est une mise aux normes, c'est évidemment un énorme travail technique, mais ça reste un tribunal. On ne demande pas à ce tribunal de devenir du logement, on ne demande pas à la DLU de devenir du logement ou de devenir autre chose, une piscine ou n'importe quel autre équipement. Donc je pense qu'il faut quand même tout à fait bien avoir en tête la question de ce programme qui soit amplifié ou alors modifié. C'est pour ça que l'exemple qu'on a vu du logement qui a été montré est particulièrement intéressant. Et ça pose aussi la question de la capacité de certains patrimoines à se transformer ou pas. Est-ce que le tribunal aurait eu la même capacité à transformer en logement que cette structure en béton extrêmement régulière, avec une grande capacité portante, etc. Ça pose toute une série de questions qu'on développe ou qu'on propose à nos étudiants dans les ateliers, c'est de s'approprier toutes sortes de patrimoines et de tester des attitudes, y compris des changements programmatiques. Et on voit bien que sur certains patrimoines, il y a une capacité plus ou moins, une sorte de flexibilité ou de malléabilité de certains patrimoines. Juste une petite remarque aussi sur les fluides, et je trouve très intéressant votre remarque sur la place que prennent les fluides, mais c'est une place, c'est notre époque qui fait ça, c'est une place que prennent les fluides aussi dans le neuf. Oui. Des bâtiments qui à l'époque n'avaient pas de VMC, pas de robinet moderne mécanisé. Aujourd'hui, on a une surenchère absolument terrifiante de la mécanique et des fluides, mais qu'on retrouve aussi dans le neuf. Donc là, le bâtiment, encore une fois, est obligé de s'adapter et de rapatrier des machines qui n'existaient pas avant. Avec cette interrogation qu'on peut avoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine, parce que c'est très récent cette histoire des fuites, la quantité de cette masse invraisemblable de tuyaux qu'il faut mettre dans les édifices, pour combien de temps? À un moment donné, on peut imaginer qu'on réapprendra peut-être à ouvrir une fenêtre pour avoir... Donc à ce moment-là, quid, on aura saccagé les plus beaux bijoux de famille avec, je pense que la démonstration de Rem Koolhaas à la Biennale de Venise, je ne sais pas si vous voyez encore cette image, le pavillon principal, n'est-ce pas, il y avait la comparaison de l'hôpital de Milan avec, dans une structure de la fin du Moyen-Âge, on se rendait compte, qu'est-ce que c'était le junk space, presque rien du tout, quelques conduits de fumée, n'est-ce pas, quelque chose d'aisance qui descend, voilà. Tandis que le junk space dans les bâtiments de nos jours, c'est un tiers du volume des édifices. Et on entrait dans le pavillon, on voyait, c'était splendide cette mise en scène. J'en donnerai une image tout à l'heure, parce que je veux absolument que les étudiants qui peut-être n'ont pas vu cette image se rendent compte à quel point on est conditionné par tous ces murs sont en carton, il n'y a rien par rapport, en effet, visiter n'importe quelle citadelle du Moyen-Âge, quel édifice gothique, qu'on ne soumet pas bien souvent. Ça commence maintenant. J'ai vu, récemment en Suisse, une église du Moyen-Âge qui doit être servir éventuellement de salle de concert, y compris de rock. Alors, on y a mis les moyens. Ils les avaient, ils les ont mis. Évidemment, c'est plus tout à fait l'église d'avant. Je crois qu'il faut voir aussi des exemples complètement outrés pour que vous vous rendiez bien compte. Et quand vous faites les visites de réhab, surtout, insistez pour voir deux fonds en comble. Parce qu'on n'a pas tout à fait... Bon, on a vu des choses magnifiques ce matin, mais il fallait en voir encore plus pour se rendre compte des implications de la je termine jamais mes phrases, hein, c'est pas très grave. Et je voudrais juste finir sur cette question de l'architecture ordinaire. On pourrait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi je n'étais malheureusement pas là ce matin, mais de regarder à côté du tribunal une opération à un ancien garage Mercedes qui est transformé en logement. Oui. Quand on parle de façadisme, sur le tribunal, c'est qu'on compare avec ce qui s'est fait. Je ne donne aucune appréciation, mais je laisse aux étudiants le soin peut-être de comparer les deux attitudes. Un patrimoine contemporain qui était ce garage trolling qui a été transformé en logement avec une exubérance, on va dire, explosé en façade, et ça pose des questions. Et une dernière chose, c'est que je conseille aux étudiants de regarder ceux qui n'étaient pas là mardi. Il y avait une conférence de Mathieu Poidoin qui était là et qui a parlé de la peine de mer, qui est un exemple aussi d'une architecture, d'un patrimoine industriel. Voilà. Alors là, pour le coup, trituré, transformé, augmenté, avec un programme complètement différent. Et ça ouvre aussi d'autres questions sur la question du patrimoine.
Merci de ces différentes interventions. Je crois que si on veut tenir, à moi qui encore surtout peut-être parce que c'est pas tout à fait les étudiants encore, mais ils se réservent peut-être pour plus tard. On peut peut-être faire une petite pause parce que je crois que le programme le permet. On reprend dans 20 minutes pour la seconde table ronde. Voilà. Merci. À tout de suite.